Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal magazine de la mi-journée de ce dimanche 19 juin 2022 sur la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par l'agression rwandaise à l'est du pays, une situation qui de plus en plus inquiète la population. Tous rangeons-nous derrière le FARDC, ces mots d'ordre et du gouvernement congolais face à cette agression sur son territoire. À cet appel, l'état-major général recrute déjà les filles dont l'âge varie entre 18 et 25 ans au sein de l'armée. C'était au cours d'une réunion avec les femmes leaders des associations pour une meilleure sensibilisation à leur tour auprès de jeunes filles. Christine Lenzo. Ces taux faibles poussent les FARDC à procéder au recrutement des jeunes filles de 18 à 25 ans, spécialement pour cette année 2022. Et pour préparer la sensibilisation des filles de la RDC à intégrer l'armée en grand nombre, l'état-major général des FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, a animé une réunion débat avec les femmes leaders des différentes ONG nationales et internationales sous la direction du général des brigades, Justine Chechi Mayou, point focal genre au FARDC, entouré de ses collaboratrices. Nous avons constaté qu'actuellement, nous n'avons que 2,3% des filles dans l'armée. C'est vraiment un grand retard que nous accusons en matière de genre et c'est ainsi que nous voulons accroître ou bien intensifier la sensibilisation. Le secteur de sécurité, c'est un secteur si important et par rapport au poids démographique de la femme, par rapport aussi à tous les problèmes, nous avons estimé qu'il était temps que nous puissions nous mobiliser, que nous puissions conscientiser notre jeunesse à devoir intégrer l'armée, surtout les jeunes filles. La promotion des femmes au sein des FARDC, la faible représentativité des femmes aux différents postes de responsabilité dans l'armée ont été aussi évoquées par les différentes intervenantes. Lors des questions-réponses, les participantes ont insisté sur la révalorisation de l'image de la femme. C'était en présence du général-major Monique Ngomo, commandant du corps de santé militaire et celle des délégués de la MONUSCO. Pas un seul centimètre du territoire congolais entre les mains des ennemis. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine de Constant Mutamba hausse le ton face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Cette plateforme appelle à la résistance populaire. Cédric Enina. Des milliers de personnes, un week-end, tous chauffés à blanc, se rassemblent autour d'un engagement, les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo au front face aux M23 qui ont reçu comme béquille l'armée rwandaise. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine et son autorité morale, Constant Mutamba, vent debout contre cette nouvelle agression. Avec lui, c'est la jeunesse calicot en main qui se déploie. Ils se disent prêts à intégrer les rangs des forces armées pour mettre un terme à cette aventure du Rwanda qui n'a que trop duré. Trop, c'est trop. Nous, la jeunesse congolaise, nous avons pris dès maintenant la décision de rejoindre le rang de l'armée. C'est à nous l'avenir de notre mère patrie. Ces rebelles du M23 subiront une défaite sanglante sur nos territoires imprenables. L'ennemi enterré symboliquement, l'espoir de vaincre prend les pas sur le désespoir et la DIPRO se met en alerte pour défendre le territoire national. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, est arrivé ce matin à Bruxelles, accompagné de quelques membres du gouvernement. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme du rapatriement de la dépouille du Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, le héros national congolais. Pati Tondouangou pour plus de détails. On s'achemine lentement mais sûrement vers le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo dans son pays d'origine. À ce sujet, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est arrivé ce dimanche 19 juin 2022 en Belgique.
les retours des reliques de ces héros nationaux en République démocratique du Congo et les résultats de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment les choses vont se passer? Il y a tout un programme qui a été tracé depuis plus d'une année où on va procéder d'abord par la remise de la dépouille à la famille, et c'est les procureurs au niveau de la Belgique qui va procéder à le faire parce que c'est un acte juridique, et après cela, politiquement, il faudra que la famille remette la dépouille au gouvernement, et cette dépouille sera reçue par le Premier ministre qui va faire accompagner ceci de toutes les cérémonies nécessaires afin de ramener maintenant cela au pays. Il y a toute une équipe qui est organisée, qui est censée faire et suivre toutes les étapes. Il y a les cérémonies qui vont se passer en Belgique, il y a la population de Belgique, la diaspora, les Congolais de Belgique qui doivent venir donner des adieux à notre héros national. Il y a la famille biologique qui doit recevoir et organiser un deuil au niveau de sa province originaire. Et il y a aussi la tournée qui doit suivre de partout où notre héros a travaillé, a pu poser des actes. Ça depuis doit circuler pour marquer l'histoire, parce que c'est vraiment mémorable pour nous. Et à la fin, ça sera à la veille de l'indépendance qu'on va lui offrir les sépulcres qui étaient préparés déjà pour lui. Tout est déjà en marche, il y a la construction qui se faisait depuis plus d'une année, et nous sommes dans l'étape de finalisation de cet événement. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, est à la tête d'une importante délégation des membres de son gouvernement, composée entre autres du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Les représentants de pays membres des réseaux internationaux des agences francophones des promotions d'investissement sont déjà à Kinshasa. Ils prendront part à la 5e réunion annuelle de cette organisation qui s'ouvre demain lundi. Les réflexions porteront sur l'optimisation de flux d'investissement intra-pays au sein de l'espace francophone, défis et stratégies. Patrick Michel Moukouy pour plus d'explications. Malgré ses énormes potentialités, l'espace économique francophone connaît une intégration commerciale et financière encore faible entre ces différentes régions. Les flux d'investissement sont lents, les financements assez rares et les transactions pas assez régulières. La situation avait en 2014 poussé quelques agences francophones de promotion des investissements à se constituer en réseau international en vue d'établir un cadre de concertation, d'échange, de coopération et de solidarité entre elles. L'objectif de ce réseau international des agences francophones de promotion des investissements était notamment de créer une plateforme d'échange d'informations et de collaboration entre les agences de promotion des investissements et d'améliorer le rôle de conseil et d'expertise des API auprès de leurs gouvernements respectifs pour un renforcement de leurs capacités. La première assemblée générale tenue à Abidjan avait jeté les bases d'une collaboration qui au fil des ans porte ses fruits. Après Rabat en 2019, Kinshasa va accueillir ce 20 juin 2022 la réunion annuelle du RIAFPI, une 5e du genre, organisée sous le patronage du ministre d'État, ministre du Plan, avec comme thème optimisation des flux d'investissement intra-pays au sein de l'espace francophone, défis et stratégies. Les délégués de 17 pays composant le RIAFPI sont attendus à Kinshasa pour entre autres partager les expériences acquises en matière d'attraction des investissements directs étrangers, réfléchir profondément aux moyens de faciliter l'accès aux sources de financement disponibles dans l'espace francophone, mais aussi renforcer les capacités techniques des cadres et personnels des agences de promotion des investissements membres du réseau. Ces travaux, auxquels prendront part plusieurs autres acteurs du secteur d'investissement, se tiendront au Pullman Hotel de Kinshasa dès ce lundi. 3 nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la République, comblant ainsi la vacance à la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État a également présidé au cours de la semaine le Conseil de sécurité spéciale. Des mesures fermes ont été prises en rapport avec la situation prévalente dans l'est du pays où la RDC est victime de l'agression du M23 soutenue par les Rwandais. Le résumé des activités du chef de l'État avec Pierre Kibambe Somoy. 3 nouveaux juges ont prêté serment
devant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une cérémonie solennelle organisée au Palais du Peuple. Le chef de l'État a pris acte de leur prestation de serment en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Il s'est agi des juges Christian Yuma Bahati, Sylvain Loumou et Dieudonné Manza Bondia. Il complète la vacance des 3 postes de juges à la Cour constitutionnelle, restés vacants après la fin de mandat par décès et tirage au sort à cette haute Cour de la République. La Cour constitutionnelle affiche ainsi complet avec tous ses 9 juges. Il s'est tenu à la Cité de l'Union africaine un conseil de sécurité spéciale sous la présidence du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des mesures fermes ont été prises au cours de cette importante réunion en rapport avec la situation prévalente dans l'est du pays où la RDC est victime de l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Le Conseil a exigé le retrait par le Rwanda de ses troupes du sol congolais. Il a demandé au gouvernement de suspendre tous les accords, protocoles d'accord et autres conventions signées avec le Rwanda, ainsi que la mise à la disposition des FARDC des moyens conséquents pour leur permettre de défendre l'intégrité du territoire national. C'est dans un contexte de tension, des attaques à répétition de la RDC menées par les M23 soutenues par le Rwanda que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Wang Zia, a rencontré au cours de cette semaine le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Pour les hauts fonctionnaires onisiens qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, la situation est préoccupante. Elle interpelle la communauté internationale et les Nations Unies. Le président Félix Tshisekedi est une haute personnalité très attachée à la paix, au dialogue. Nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer, a déclaré en substance l'envoyé spécial des Nations Unies au sortir de cette entrevue. C'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que Mme Ode Mayo Kolish, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure, à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'Union européenne, est venue rencontrer le président de la République à la Cité de l'Union africaine, conduite auprès du chef de l'État par l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Châtaignier. La délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation de sécurité dans l'est du pays. L'Union européenne compte accompagner la République démocratique du Congo. Elle appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'est de la RDC, a renchéri Mayo Kolish, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure. Plusieurs faits ont marqué la semaine qui s'achève en République démocratique du Congo. Françoise Belabaki nous en fait les résumés en 5 minutes. Regardez. La semaine a commencé par de mauvaises nouvelles venues du front. La cité de Bunagana dans le territoire de Rutshuru est passée sous le contrôle des rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Dans un communiqué, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu l'a annoncé. Cet acte constitue une nouvelle invasion. Et en fin de semaine, pendant que les combats se poursuivent au front, un militaire des FARDC a ouvert le feu depuis la zone franche à la petite barrière sur des policiers rwandais. 2 policiers seraient morts et d'autres blessés. Le commando serait abattu d'une balle de réplique. Son corps a été accueilli en triomphe de retour à Goma. Les politiques de tous bords s'invitent au débat sur l'agression rwandaise. L'ancien Premier ministre propose la construction d'un mur de séparation à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Pour Adolphe Muzito, un budget supplémentaire d'1 milliard de dollars américains alloué à la défense aiderait nos troupes. Sur le plan diplomatique, tous s'activent. Christophe Lutundula maintient la pression pour faire entendre la voix de la RDC. Des échanges directs avec des représentants des pays de l'Union européenne, la MONUSCO aussi. Pour toucher l'Union africaine, un mémo a été remis à l'ambassadeur sénégalais. Un message adressé à Macky Sall, président en exercice de l'organe panafricain.
Célébration de la Journée internationale des donneurs bénévoles du sang le 14 juin. Côté officiel, le gouvernement a remis des équipements au programme national de transfusion sanguine. Et pour sensibiliser l'opinion, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a prêché par l'exemple. Ces équipes ont donné du sang à cette occasion. Sur un autre chapitre, l'épouse du chef de l'État a été élue par ses pairs au poste de vice-président de l'organisation des First Lady pour le développement. Un mandat de 2 ans avec comme titulaire la première dame de la Namibie. Le vote a eu lieu à Brazzaville. Promotion de l'entrepreneuriat féminin. Une centaine de femmes a été formée sur la monétique. Comment gérer de l'argent et faire des achats à partir de son téléphone. Quels sont les avantages d'un compte bancaire. Ces épouses des policiers, femmes commerçantes et autres ont été ciblées par Pluriel. Un cercle d'affaires en appui à la création et au développement de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Réajustement du prix du litre d'essence à la pompe, les Quinois reconnaissent l'effort du gouvernement dans la subvention sur le prix. Grâce à cette mesure, le prix affiché reste celui de 2345 francs au lieu de 4700 francs congolais. Lutte contre le banditisme urbain à Lubumbashi et l'insécurité. Des jeunes délinquants arrêtés par la police ont été mis à la disposition du service national pour une rééducation et la réinsertion sociale, excepté les mineurs. Sport, le ciel s'est éclairci dans les rapports entre la RTNC et la Linafoot. Les supporters vont désormais retrouver du plaisir à suivre sur la télévision nationale les rencontres des compétitions des clubs nationaux. Les angles ont été arrondis entre les parties pour le retour de la chaîne nationale au stade des Martyrs. On termine par les anges adorables. Wenge Musique à 4x4 tout terrain livre le concert de la réconciliation le 30 juin prochain au stade des Martyrs. En soutien aux troupes au front, une partie des recettes récoltées sera remise aux femmes victimes des viols dans l'Est et aux hommes en armes. Comment lutter contre l'insécurité dans la ville de Bunia? Des partenaires ont décidé d'éclairer des espaces obscurs. Un dossier de Junior Selemani. Bunia et plusieurs agglomérations en territoire de Djougou et d'Irumu étant pacifiées et sécurisées de mètres par les forces de défense et de sécurité. Place à présent au développement des principales artères de la capitale de l'Ituri, désormais éclairées grâce à l'installation de plus de 200 lampadaires. Un projet de la MONUSCO dans le cadre de la réduction de la violence à hauteur de $300 000 américains. Jean Tobi Okala, porte-parole de la MONUSCO en Ituri, estime que ce projet vient résoudre les problèmes d'insécurité et créer l'emploi pour la jeunesse. Le coût de ces 3 projets, c'est pratiquement dans les $300 000 américains. Il y a environ 200 poteaux et il y a des centaines, presque un bon millier de jeunes et de femmes qui ont été employés comme main d'œuvre pour ce projet. On a créé du travail, comme dirait quelqu'un, on a joint l'utile à l'agréable. Apporter la lumière, lutter contre l'insécurité, donner du travail en l'espace de quelques mois à des jeunes à risque, à des jeunes femmes. Le tronçon compris entre rond-point Kappa et l'aéroport de Bunia, jadis source de plusieurs cas d'accidents mortels et de banditisme, retrouve à ce jour sa quiétude. Témoin des habitants. On est tellement contents parce que c'était tellement sombre. Ici, on passait la nuit, on avait peur des choses pareilles, mais maintenant on est en sécurité. On se sent tellement libre, on peut marcher, même avec 6 heures, avec 2 heures, on est bien en sécurité, voilà. Avant, on vendait avec des lampes torches suite à l'obscurité, mais actuellement, nous sommes bien éclairés et nous vendons en toute sécurité. Ça fait du bien. Avant, il n'y avait pas de lumière. C'était difficile de quitter les ronds-points Kappa pour l'aéroport. On avait peur de marcher, mais depuis qu'on a installé l'éclairage, tout le monde marche librement et dans la sécurité. Occasion pour les porte-parole de FARDC à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo d'appeler la population de Bunia à continuer de faire confiance aux forces loyalistes. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nashamadoni, parle de l'éducation à la paix. La population de Bunia en particulier et celle de l'Ituri en général doit cultiver l'éducation à la paix. C'est collaborer, c'est la tolérance, c'est l'esprit d'écoute, c'est l'humilité. Alors cette jeunesse
Autrefois, je ne pouvais pas travailler jusqu'à 20h, 21h parce qu'il y avait l'insécurité. Alors cette jeunesse doit maintenant contribuer à cette sécurisation. Pour redynamiser la sécurisation, il faut que les jeunes puissent cultiver l'esprit de la paix, de travail, d'endurance, de collaborer avec les forces armées et tous les partenaires. Disons-le, l'éclairage public joue un rôle capital dans la lutte contre l'insécurité. Et pour rappel, la desserte en électricité en ville de Bunia est assurée par l'Électrokim, une branche de la société minière de Kilomoto qui exploite la centrale hydroélectrique de Boudana depuis plusieurs décennies. L'électrification rurale peut booster le développement à la base dans notre pays et stopper l'exode rural. Le chef de l'État a mis sur pied une agence nationale pour électrifier nos villages. 2 années après, notre confrère Ramazani Moulanda a enquêté sur planning d'Inser pour donner du courant aux 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. L'exode massif des populations rurales vers les centres urbains s'explique en grande partie par l'absence d'opportunités d'emploi qui prévaut dans leur milieu de vie. Au village, il est impossible de créer une petite entreprise qui peut employer les autres faute d'énergie électrique. Quand ils veulent travailler sur les groupes, nous payons très cher. Vous pouvez faire une porte qui vous coûte au moins $100 par exemple. Pour la terminer sur un groupe, il faut payer même 25 000. Ce n'est pas sur les courants. Les courants pouvaient dépenser 10 000, moins de 10 000, vous avez déjà une porte de $100 par exemple. On réhabilite tout d'abord l'usine de la centrale de Tchala, avec des machines neuves. Là, on peut quand même travailler parce que tout d'abord, la soudure, c'est le développement même du pays. L'électrification rurale, c'est donc une recette magique pour lancer le développement à la base dans notre pays. C'est dans cette optique que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avait créé l'Agence nationale d'électrification des zones rurales et périurbaines, ANSER en sigle. En 2 ans d'existence, cette structure a élaboré un plan d'électrification rapide pour les 145 territoires que compte la RDC, avec une spécificité pour chacun des territoires. Aujourd'hui, ce plan a quitté les bureaux d'études pour une phase d'exécution. Le jeudi 16 juin, dans une séance de travail avec l'élite du Grand Kasaï, le directeur général d'ANSER, M. Idesbal Tchinamola, a dévoilé le plan d'électrification rapide de cette partie du pays. Oui, nous étions dans la suite du chef de l'État en décembre dernier et le président de la République nous a défié en disant que voici, il faut que d'ici là, les choses bougent, les lignes bougent. Mais nous avons plutôt des solutions locales que nous pouvons apporter et c'est pour ça que nous sommes là. Selon les DG, l'électrification par l'énergie solaire doit être effective d'ici le 15 septembre et l'hydroélectrique au plus tard en juin 2023. Le fonds pour rendre possible cette opération est déjà disponible. Dans le Grand Kasaï, il y a plus de 109 sites qui ont déjà été identifiés et documentés. Et il y a déjà le lancement aussi de certains travaux sur certains sites, mais c'est un processus. Le problème, c'est tout simplement les mécanismes de décaissement de ces fonds qui sont censés être alloués à financer l'ANSER pour l'électrification des zones rurales et périurbaines. Donc aujourd'hui, la rencontre était effectivement de parler aux gouverneurs des provinces, de parler aux députés, de parler à différentes autorités politiques pour voir comment est-ce qu'il est possible de se mettre ensemble, mobiliser les forces pour faciliter et accélérer le décaissement de ces moyens afin que d'ici le 15 décembre, nous puissions livrer les projets qui sont repris dans notre plan. Malgré des potentialités dont dispose notre pays, le taux d'électrification à la base est très bas. Cependant, on peut rattraper les retards en recourant aux énergies renouvelables et doter l'ANSER de moyens conséquents, l'ANSER qui fait déjà un travail de titan. Rendons-nous à présent au Kasaï où l'atelier de formation des formateurs s'est clôturé depuis le vendredi dernier à Chikapa, l'Organisation internationale du travail sur la promotion des emplois décents de jeunes et autonomisation des communautés rurales vulnérables du Kasaï qui a organisé ses assises durant 10 jours avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement. Saint-André de Dibumba a abrité un atelier de formation mardi 14 juin 2022 pour 100 coachs, dont 50 femmes et 50 jeunes choisis parmi ceux qui avaient suivi avec assiduité la formation organisée du 3 au 6 juin 2022. Et c'est dans le cadre du projet
appuyer le leadership des femmes et de jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix au Kasaï. Projet exécuté par l'ONGD, Association pour la dignité de la femme et de l'enfant, APDFE, avec l'appui technique et financier de l'ONU Femmes, sous financement du Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, du secrétaire général des Nations Unies. Jean Yazel Sabinti, coordonnateur national de l'APFE, parle de la mission donnée à ces 100 mobilisateurs. L'atelier a consisté à mettre en place un pool de coachs. Les coachs, pourquoi? Parce qu'ils sont mobilisateurs. Ils vont aller dans la communauté, amener le message de la paix. Donc, dans le cadre de cohabitation pacifique, résolution des conflits et en même temps promouvoir les droits de jeunes et de femmes ici au Kasaï. Les matières apprises ont été bien assimilées à la grande satisfaction des participants. Je suis un coach de coach maintenant là, parce qu'on m'a donné des techniques. On m'a montré qu'est-ce que je peux faire si je veux arriver dans un milieu. D'abord me présenter devant l'autorité du milieu, prendre connaissance avec lui, l'écouter, avoir la tolérance, être un homme patient. Le Chevalier de la Plume était convié hier à la présentation de l'ouvrage « Les défis à relever dans les secteurs des mines de la RDC ». L'auteur du livre, le professeur Willy Kitobo Samsoni, dégage quelques pistes de solutions pour saisir les secteurs des mines, c'est dont la RDC peut gagner du sol et du sous-sol. Nadine Futuka. Les défis à relever dans les secteurs de mines de la RDC. Cet ouvrage du professeur Willy Kitobo Samsoni, ancien ministre de Mines, a fait l'objet de présentations à la presse ce vendredi du 7 juin 2022 au Fleuve Congo Hôtel dans la commune de la Gombe. L'auteur met en exergue ce fonctionnement actuel du secteur de mines. Il décrit les maux multivariés qui handicapent le développement du secteur, privant ainsi la RDC des gagnés de recettes de l'exploitation du sol et du sous-sol. Ces mots, révèle l'auteur, sont connus depuis la révision du code minier en 2018. Cela étant, ce drame pouvait être évité en appliquant les dispositions de cette loi minière. J'ai rédigé ce livre pour nous interpeller tous, pour que nous ayons à prendre des bonnes pratiques dans la gestion de notre secteur de mines. Le secteur de mines aujourd'hui, conformément à la loi, a beaucoup d'intervenants, de la présidence jusqu'au simple travailleur qui fait le contrôle, par exemple, des activités minières au niveau de la division des mines. Et donc, tout le monde, quelque part, doit essayer d'améliorer une ou deux choses pour que notre secteur de mines profite plus à l'économie congolaise et que l'émergence tant attendue par le législateur arrive. Ces scientifiques interpellent la population congolaise et les décideurs politiques du secteur de mines. L'urgence qu'il y a à relever les défis majeurs pour assainir le mine de la RDC. Car l'économie congolaise dépend et dépendra toujours de ces secteurs dont l'exploration et l'exploitation couvrent près de 12% du territoire national. Pour y parvenir, explique l'auteur, il faut que l'État congolais joue pleinement son rôle des régulations et des promotions du secteur de mines en application du code minier et du financement de la connaissance géologique du sol et du sous-sol grâce au fonds minier à la disposition. Cet avis est aussi celui du député national Nanou Memba et de la sénatrice Francine Mouyumba qui ont livré leurs impressions à la presse au terme de cet événement. La journée mondiale de l'enfant africain, on en parle dans ce journal. Une journée célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Au cours de cette 32e journée, notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou était au complexe Frères Zouza plutôt et nous en parle. C'est une journée exceptionnelle, vécue ce samedi au complexe
frère Zouza Bola, cycle maternel. Les enfants de 3 à 5 ans ont honoré la mémoire des enfants victimes de la barbarie perpétrée contre les enfants de Soweto en Afrique du Sud. Mais avant, 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes de la guerre que livre le Rwanda contre la RDC à l'est du pays. Des danses, des ballets, des scénettes, des poèmes et jeux de compétition ont ponctué cette journée. La directrice du complexe scolaire Frère Zouza, Madame Ruth Lengani, a saisi l'opportunité pour inviter les parents présents à cette manifestation à prendre à cœur l'éducation de leurs enfants et n'a pas omis de rendre hommage aux enfants tués à Soweto. Je suis parent, mère des enfants. L'enfant, c'est une richesse. Et tuer les enfants, c'est vraiment dur et c'est vraiment être méchant. Les enfants sont juste l'avenir de demain. Nous allons vieillir et nous serons fatigués. Et ce sont les enfants qui vont nous seconder. Ce sont le futur. L'avenir de demain, ce sont nos enfants. Et pourquoi les tuer? Une occasion pour la directrice du complexe scolaire Frère Zouza de demander aux enfants finalistes de passer le 23 juin prochain pour la remise de leurs certificats de fin de cycle qui leur permettront d'embrasser les études primaires. Il y a 2 ans que mourait l'abbé Ignace Marcel Tchamalenga Ntumba. Il fut auteur d'une pensée philosophique et professeur d'université. La communauté scientifique s'est souvenue de sa philosophie. Les détails avec Cédric Kenina. Les grands hommes se mesurent par les écrits et leurs pensées. Le professeur abbé Marcel Tchamalenga Ntumba de l'université de Kinshasa en fait partie. Ces philosophes auteurs d'une pensée, la pissoïté, assise sur le nous communautaire qui s'efforge et s'obtient et qui consacre en même temps le fondement de la construction d'une nation, ce qui est d'ailleurs tout le contraire du jeu égoïste. 2 ans après sa mort, ce dernier a reçu les hommages de la communauté scientifique, sa famille biologique et autres maillons de la société. Sa grande philosophie qui nous a légué, c'est la bissoïté, qui est un nous sans frontières, incluant les divins, les animaux et la grande famille. Contrairement à la philosophie du G, la philosophie mentaliste cartésienne, laquelle a battu une société individualiste et égoïste. Là, Tchamalenga s'inspire de Karl Popper, que la science évolue en essai et en erreur. Souvent, on a peur d'échouer. Parfois, on a peur aussi de parler parce qu'on va nous critiquer par les autres. Mais Tchamalenga nous encourage. Il faut essayer, tant soit peu, avec des infirmités, avec des incohérences, jusqu'à atteindre la vérité. Au regard de la qualité du défunt, une messe de suffrage et la pose de la pierre tombale, 2 activités importantes ont figuré dans le lot des hommages rendus au professeur abbé, scientifique des renom. Et pour terminer, sachez que les étudiants de l'ISTEM Kinshasa ont été sensibilisés sur l'importance de l'environnement. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement avec les professeurs d'université. Rodé Panda pour plus de détails. Les étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM de Kinshasa en général et de la section hygiène, sécurité au travail et gestion de l'environnement ont été sensibilisés ce mardi à l'ISTEM Kinshasa sur l'importance de la préservation de l'environnement. C'était au cours d'une journée scientifique organisée en rapport avec la célébration de la Journée mondiale de l'environnement commémorée chaque le 5 juin de l'année. Le thème principal de cette matinée, une seule terre. Plusieurs intervenants, notamment le professeur Jean-Pierre Béa Diboué et le Estache Kidikwadi et le chef de travaux André Onema ont axé leurs interventions sur le développement durable et ses corollaires, la gestion du climat et de l'économie verte, ainsi que la gestion durable de l'écosystème urbain. Bien avant cette conférence, le secrétaire général à la recherche a lui aussi sensibilisé les assistants chefs de travaux d'accélérer leurs recherches au niveau de l'école doctorale. L'ISTEM, c'est une institution mère médicale du pays. C'est la sensibilisation. Les enfants doivent être conscients. Nous devons conserver cette terre. Or, le rayonnement d'une institution dépend des valeurs de sa recherche. Sensibiliser des chefs de travaux éternels ou des assistants éternels est devenu faire le 3e cycle pour qu'ils nous remplacent demain. Tous ont compris.
C'était aussi une occasion pour le directeur général de l'ISTEM Kinshasa, le professeur Daniel Kakule, de conscientiser les étudiants à l'amour du savoir et de la recherche. C'en est fini pour 13h, mais l'actualité reste en continu sur nos antennes. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. 19h, retrouvez Élisée Kambalé pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.